Nous recevons ce soir Alexandre Mars. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le fondateur d'Epic et vous êtes l'auteur du livre La révolution du partage aux éditions Flammarion dans la collection Versilio, ouvrage qui retrace votre parcours et votre engagement en faveur du don, du partage, de la solidarité, de la générosité. Alors vous le dites vous-même d'emblée, vous n'êtes ni l'abbé Pierre, ni Mère Teresa, mais vous qui avez fondé plusieurs startups à succès, vous qui êtes basé à New York, qu'est-ce qui vous anime au juste ? Aider, passer mon temps, dévouer mon temps aux autres. Moi, je peux faire ça depuis des années, sauf que quand j'étais un peu plus jeune, je me suis dit que j'avais besoin de moyens, les moyens de mes ambitions. Et les jours où je les ai eus, je me suis dit, je vais passer mon temps à vraiment m'occuper des autres parce que j'ai eu beaucoup de chance. Déjà d'être né dans un pays comme la France, parce que j'ai grandi ici, dans l'école publique, j'ai eu accès aux hôpitaux publics, à la sécurité, tout ce qui fait que j'ai pu réussir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent, on le voit tous les jours dans toutes les rues sur lesquelles on est. Et ça, aujourd'hui, c'est mon action. C'est une action qui est assez logique. Alors, on va prendre un premier exemple concret, puisqu'on parle beaucoup football en ce moment. On ne va pas parler de la compétition actuelle, le mondial, mais de la Ligue 1 et de la Ligue 2, championnat de France professionnel de football. À chaque fois qu'un but est marqué en cours de saison, il y a de l'argent qui est reversé à votre fondation. Epic, expliquez-nous comment ça fonctionne, où va cet argent? Bien sûr, donc l'objectif c'est que le partage soit partout. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on arrive à développer des solutions? Donc chez Epic, nous analysons, nous sélectionnons des organisations sociales qui sont dans cette région du monde. Donc, et on essaie de trouver de quelle manière les gens, les entreprises vont pouvoir se connecter avec ces organisations. La Ligue est venue nous voir en disant de quelle manière moi, qui a une vraie volonté de connecter les gens, mes fans, avec autre chose que uniquement des buts, comment on peut faire? Donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un but qui est marqué, de l'argent part à Epic, essentiellement financer aujourd'hui des écoles numériques pour justement former des jeunes en décrochage, des gens, des migrants qui veulent justement apprendre les outils informatiques. Et donc comment ça fonctionne? L'argent qui arrive va à 100% aux organisations. Epic est une start-up philanthropique, ce qui veut dire qu'on n'a aucun modèle économique, ce qui veut dire que 100% de l'argent que, par exemple, vous devrez donner ira aux organisations. Donc on a un modèle pur que j'autofinance. Et vous êtes donc un relais. Vous plaidez pour que le don devienne la norme. On parlait de la Ligue nationale de football professionnel française. Que pouvons-nous faire, nous, chacune, chacun de nous, à titre individuel? Mais c'est une extrêmement bonne question. Souvent, on s'est dit, c'est pas à moi de faire, ça va être l'État qui va faire pour nous. Et en fait, on se rend compte qu'ils font leur maximum, mais que c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, chacun peut faire, en particulier les entreprises. Donc souvent, ce que nous disons, c'est que, je donne un exemple. Cette grande maison de couture qui s'appelle Dior en France est allée voir ses employés en disant, si vous voulez, vous pouvez donner ce que vous voulez sur votre feuille de salaire. Vous recevez une feuille de salaire, c'est jamais arrondi, c'est jamais 0,0 sur la feuille de salaire. C'est des centimes. Des centimes. Donc ils sont allés les voir en disant, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et nous, on va abonder. Ce qui veut dire que si vous, Mohamed, vous donnez 23 centimes sera donné par l'organisation. Et que collectivement, vous allez voter pour une organisation qui va vous paraître faire du sens, vous, en tant qu'entreprise. Et au bout d'une année d'implémentation, il y a 28% des salariés qui le font. L'année prochaine, ce sera 50%. Donc quand vous parlez du don sera la norme, c'est que le partage sera la norme. C'est que cette détresse que nous voyons au quotidien, aujourd'hui, on doit tous lutter. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est aller voir nos directeurs, nos patrons RH, demandez-leur d'intégrer cet arrondi sur le salaire dans son entreprise. Quand dans des restaurants, je donne d'autres exemples, de plus en plus, on a l'arrondi sur la facture. Donc vous pouvez aller à un restaurant, un bar, vous pouvez acheter un produit. À chaque fois, on va vous poser potentiellement la question, est-ce que vous voulez arrondir à l'euro supplémentaire? Donc il y a l'arrondi sur salaire et l'arrondi en caisse. En caisse, exactement. Ça fonctionne déjà, ça? De plus en plus, en fait, on est au début. Nous, notre objectif, c'est que dans 6 ans de ça, Mohamed, dans 6 ans, 2024, le don soit cette norme-là, ce qui veut dire que vous et moi, du matin où on se lève, du matin au soir on va se coucher, au moins une fois par jour, on ait la capacité de partager. Pas des sommes importantes, souvent on se pose la question, on dit mais combien on doit donner? Vous ou moi, peut-être qu'on n'a pas le même degré de douleur par rapport au don. Et c'est pas grave, mais chacun doit définir son propre degré et essayer de donner. Pour certains, ça sera 50 centimes ou 1 euro par mois. D'autres peuvent donner plus. L'objectif, c'est que chacun, nous puissions faire quelque chose. Et vous avez créé un label social. En quoi consiste-t-il? Donc, c'est ce qu'on appelle le partage ou la promesse du partage. Nous sommes allés voir des entrepreneurs ou des entreprises
en leur disant, mais pourquoi pas intégrer directement dans votre entreprise le fait que à la fin de l'année, vous allez donner quelque chose aux gens qui sont plus en difficulté. Des entreprises comme Caudalie, qui est une entreprise qui est sur tout ce qui est produit de beauté, donne 1% de leurs revenus chaque année. Et on a monté la même chose avec des entrepreneurs. Donc beaucoup d'entrepreneurs étaient venus nous voir en disant, nous aussi voulons partager, et donc c'est dans ce livre-là, beaucoup d'exemples en disant, moi aussi je veux donner, mais je n'ai pas encore suffisamment. On leur dit, mais dans ce cas-là, partage un pourcentage de tes actions. Tu l'as aujourd'hui, peut-être que ça générera beaucoup d'argent, peut-être pas, mais partage. Sois dans un monde aujourd'hui où ce que tu pourras faire va avoir un impact sur ton prochain. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a l'État, vous disiez, qui fait beaucoup, mais pour celles et ceux qui nous regardent, eh bien, parfois, il y a tout de suite cette réflexion qui vient et qui dit que finalement, vous mettez des pansements, on met des pansements et on se substitue au gouvernement et au pouvoir public. Que répondez-vous à cet argument? Et c'est qu'en fait, c'est pas un « et ». En fait, on est aujourd'hui où on est dans un monde où c'est plutôt un « ou ». Est-ce que ça doit être l'État qui doit faire? Est-ce que ça doit être la société civile? Nous, on pense que ça doit être les deux. On est dans un monde aujourd'hui où on voit bien les limites du système et qu'aujourd'hui, les moyens sont considérables dans les entreprises. Vous savez, il y a 20 ou 30 ans de ça, on avait un peu l'oncle Picsou comme une sorte d'icône pour certaines personnes qui disaient bah, tiens, voilà, ça c'est exceptionnel de pouvoir gagner, accumuler. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et en particulier cette génération qui est partout pareil dans le monde, pour tous les gens qui nous regardent, ils le voient. C'est que cette génération de moins de 30 ans, ce qu'on appelle les millennials, ils sont totalement différents. Eux, ils veulent du sens. Quoi qu'ils fassent aujourd'hui, ils veulent du sens, ils veulent travailler pour une entreprise, mais uniquement s'il y avait un impact derrière. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça n'existait pas il y a même 10 ans de ça. 20% des jeunes qui sortent des grandes écoles de Stanford ou de HEC, aujourd'hui, ils vous disent, moi, je veux travailler pour une entreprise sociale. Point barre. Et après, peut-être je ferai autre chose, mais aujourd'hui, c'est 20%. Donc aujourd'hui, soit vous comprenez ces demandes, ces attentes, et c'est là où nous, en tant que société civile, en particulier les entreprises, avons un rôle considérable à jouer. Donc donner du sens dans son travail au quotidien. Alors il y a beaucoup de solidarité en France, hein, notamment envers les migrants que vous avez cité tout à l'heure, avec cet accès au numérique, grâce notamment à l'argent reversé par la Ligue de football professionnel. Que vous inspirent ces actions de solidarité d'anonymes français, que ce soit à la frontière italienne, que ce soit dans le Calaisis, dans le nord de la France? Moi, ce que je vois, c'est exceptionnel. Je pense que, je vais vous dire qu'il n'y en a peut-être pas assez. C'est toujours la difficulté, la peur de l'autre, de l'inconnu. Et aujourd'hui, quand vous interviewez les gens qui ont passé un peu de temps avec ces migrants, ils vous disent mais ils sont comme nous. Enfin, c'est là cette peur, cette crainte, et c'est extrêmement important de les accepter. Il y a même un maire d'extrême droite dans le sud de la France qui est revenu sur sa décision et qui reconnaît qu'il n'y a aucun souci et qu'au contraire, il faut aider ces femmes et ces hommes et ces enfants. Donc la difficulté, c'est qu'on l'a bien vu il n'y a pas très longtemps, quand on laisse dériver un bateau pendant des jours et des jours, il y a un vrai problème. Et vous le voyez, on le voit tous. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose ? Et de faire quelque chose, c'est qu'on peut dire, bien sûr, l'État, Bruxelles va faire, mais seul, il va y avoir des difficultés. Donc mais parfois, c'est risqué parce qu'il y en a qui ont été inquiétés. On est dans des migrants qui ont été poursuivis, justement, pour aide au séjour illégal. Ça vous choque, ça ? Mais évidemment. Mais comment on ne peut pas être choqué aujourd'hui quand on essaye d'aider des gens qui fuient ? Alors après, vous allez me dire, est-ce qu'ils fuient à chaque fois ? Mais la question essentielle, c'est que les gens qui fuient quelque chose, on doit les accepter. Et de nouveau, on va dire, on n'a pas les moyens. C'est pour ça que les moyens, ils existent. Il faut potentiellement que beaucoup de personnes fassent différemment. Et c'est ce que nous prenons, c'est que ce don soit partout, que le partage soit partout, et que ce soit à chacun de nos niveaux qu'on dise moi aussi je peux faire quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde francophone ou pas forcément pionniers en matière de dons, en matière de révolution du partage ? C'est assez étonnant parce qu'il y avait peut-être une vision différente ou une culture judéo-chrétienne à l'époque. On dit tiens, nous faisons mais nous ne communiquons pas dessus. De nouveau, le fait que je puisse voir un programme ici ou à l'autre bout du monde, dans la minute, c'est quelque chose qui fait que la communication est tellement facile aujourd'hui qu'en fait les gens fonctionnent de la même manière. Ils ont juste une vision de l'action qui est totalement différente. Et de nouveau, c'est porté beaucoup par ces moins de 30 ans qui mettent une pression considérable à qui ? Aux entreprises, parce que sinon elles vont avoir beaucoup de mal à les employer à terme à vendre leurs produits, et aussi aux parents. Parce que si vous voulez continuer à avoir une discussion avec votre enfant qui a 20 ans aujourd'hui, je peux vous assurer que si vous parlez juste de croissance, d'ouverture de magasins et autres, vos enfants, ils vont avoir quelques difficultés à suivre. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Et ça se passe de la même manière dans tous les pays, francophones ou non francophones. C'est ça qui est assez intéressant. La difficulté majeure, et vous le voyez également, c'est que cette détresse, cette misère, cette mort parfois, elle est plus loin dans un pays d'Afrique où qu'on ne visitera pas. Cette misère, cette détresse, cette difficulté, elle est là. Je sors tout à l'heure du studio, je suis arrivé tout à l'heure au studio et je l'ai vu. Combien de fois aujourd'hui j'ai pu la voir, cette misère ?
Combien de fois j'ai pu avoir cette détresse? Et ça, de plus en plus de personnes peuvent se dire comment faire quelque chose, comment on va agir. Et donc, de quelle manière on va être un peu plus combattant, positif. On ne va pas jeter des pierres et brûler des drapeaux. Mais c'est notre rôle aussi à nous de dire, voilà, et c'est cette révolution-là dont on parle dans le livre, qui est cette révolution du partage, avec des exemples très concrets, très faciles à mettre en œuvre. Difficile d'avoir des chiffres, mais à votre avis, si cette révolution du partage se lance et qu'elle se développe, dans quelle mesure ça peut réduire justement les inégalités sociales, mais aussi d'accès à la formation, à l'éducation? Si on prend l'exemple de la France, vous avez 26 millions d'actifs en France. Je prends l'exemple tout à l'heure, 28% de gens chez Dior qui avaient fait cet arrondi du salaire. Ouais. L'arrondi du salaire aujourd'hui en moyenne est de 2,52 €. Donc je vais aller plus vite comme ça. Même si vous êtes très bon en maths, vous allez voir, c'est à peu près 400 millions d'euros qui pourraient être déversés pour une meilleure justice sociale. Alors vous allez me dire, versus les 2000 milliards de dettes que nous avons, il n'empêche qu'après, il y a des hommes et des femmes derrière ça. Et donc, si on arrive à chacun faire quelque chose, quand je vais acheter un produit, quand je vais au restaurant, prenons Grand Corps Malade, qui fait sur sa tournée, lui aussi, chaque fois qu'il y a un CD qui est vendu, un DVD, une chanson, il a décidé de donner un pourcentage de ce qu'il a à une meilleure justice sociale. C'est des petites sommes, mais l'accumulation de ces petites sommes, et à la fin, ce qui est important encore, c'est la mentalité qui va évoluer. Si dans un monde, Mohamed, où chaque fois, chaque jour, je sais que je peux faire quelque chose, on va devenir différent. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Alexandre Mars d'avoir témoigné sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La révolution du partage, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci.